Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Les atrocités commises à Kaobagou ont déjà provoqué le déplacement de 879 personnes qui ont trouvé refuge à Kéru Centre. À la date du dimanche 7 mai dernier, la plupart ont déjà rejoint leur domicile à Kaobagou. Ceux qui sont encore à Kéru Centre hésitent à rentrer chez eux malgré les patrouilles de forces de sécurité et de défense qui ont pris la mesure de la situation. Nos reporters ont pu rencontrer ces populations déplacées dans les rues de Kéru Centre. Vous en saurez plus dans ce journal. Nous parlerons également du lancement officiel de la phase 2 de la mise en œuvre du projet ressources éducatives. Les parties prenantes se sont mobilisées ce lundi pour donner le top aux différentes activités. C'était en présence de l'ambassadeur de France près le Bénin. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également du démantèlement d'un réseau de fabricants de boissons frelatées. L'opération menée par la direction départementale de l'industrie et du commerce a permis d'arrêter 3 personnes à Glazoué. Les indélicats opèrent depuis des années et sont spécialisés dans la contrefaçon des liqueurs de tout genre. Les procédures sont en cours afin qu'ils puissent répondre de leurs actes. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. L'information du drame s'est répandue très vite et a suscité indignation dans le rang des Béninois, qu'ils vous souviennent, dans la nuit du lundi 1er au mardi 2. Des individus non identifiés ont semé la terreur et la désolation dans la localité de Kaobagou, dans la commune de Kéru. Selon les informations recueillies sur place, des individus armés ont fait éruption dans une ferme située à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso, faisant des victimes sur leur passage. 8 jours après cet acte crapuleux, quel est l'état d'âme des populations de cette localité? Une équipe de Canal 3 Bénin est allée sur les lieux du drame. Voici le reportage de Alassane Harouna. Nous sommes ici à Kaobagou, localité de la commune de Kéru, qui a été victime d'une attaque terroriste il y a environ une semaine. Et comme vous pouvez le constater, dans les rues de la localité, c'est la quiétude totale. Et même si les populations vaquent à leurs occupations quotidiennes, c'est avec la peur au ventre. Après une semaine après le 1er mai, nous avons senti un déploiement de l'armée dans la zone qui a apaisé un peu notre inquiétude par rapport à notre insécurité. Mais jusqu'à nouvel ordre, tout le monde n'est pas totalement inquiet. Bon, parce que dans les 4 points cardinaux, il y a un peu les détachements militaires qui sécurisent le village. Mais ce n'est pas le nombre qui importe, mais c'est leur courage et leur avouement et leur détermination pour la défense de notre territoire qui nous préoccupe. Bien vrai que la sécurité est là, mais il y a au moins cette peur-là qui continue par nous animer. Parce que voir tes propres frères couchés, égorgés, c'est difficile. Il y a d'abord ce problème-là qui nous traumatise totalement. Dans cette attaque du 1er mai dernier, au total, 17 personnes ont perdu la vie alors qu'ils étaient tous dans leur ferme. 17 personnes tuées, 15 ont été tuées, 3 par balle, 12 ils ont égorgé. Après, il y a une mine qui s'est explosée, ils ont tué maintenant, la mine a tué 2 personnes et 3 sont évacués maintenant par Parakou pour les soins. Vous voyez maintenant, et il y a 4 pelles disparues. Juste après cette barbarie, un fort contingent de l'armée a été déployé sur le terrain pour essayer de dénicher ces hors-la-loi. Des patrouilles diurnes comme nocturnes quadrillent la localité pour assurer les populations locales. Et nous venons d'arriver de Kaobagou il y a 5 minutes. J'ai passé toute la journée là-bas. Il y a d'accalmie. La population vague à ses occupations. La paix est revenue. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu l'envoi de militaires, des centaines qui aujourd'hui couvrent toute la zone concernée et au-delà de cette zone. Et ça a donné la confiance à toute la population qui aujourd'hui vague à ses occupations normalement. Les 17 personnes ont été exécutées dans leur ferme alors qu'ils préparaient leurs champs pour le compte de la saison agricole 2023-2024. Et malgré la présence renforcée des forces de l'ordre, les populations de Kaobagou, en majorité agriculteurs, sont de plus en plus craintives à se rendre dans leurs champs pour ne pas subir le même sort. Et une situation qui risque de compromettre la saison agricole en cours.
Justement, pour fuir les atrocités de ces personnes sans foi ni loi qui exécutent les paisibles citoyens sans raison apparente, plus de 879 personnes ont trouvé refuge à Kéru Centre. Mais à la date du dimanche 7 mai, la plupart ont déjà rejoint leur domicile à Kaohbagou. Ceux qui sont encore à Kéru Centre hésitent à rentrer chez eux malgré les patrouilles de forces de sécurité et de défense qui ont pris la mesure de la situation. Nos reporters ont pu rencontrer ces populations déplacées dans les rues de Kéru Centre. Nous allons suivre. Au lendemain de l'attaque terroriste qui a profondément affecté la localité de Kaohbagou dans la commune de Kéru, plus de 879 personnes fuyant les atrocités des hommes armés non identifiés ont quitté leur localité pour se réfugier à Kéru Centre. Ici, ces déplacés ont bénéficié du soutien de l'autorité communale et celle préfectorale. C'est avec l'aide du maire et puis du préfet qu'on arrivait au moins à nourrir plus de 879 personnes recensées. Ce qu'on a pu recenser, qui étaient déplacés à Kéru. Je ne parle pas de ceux-là qui se sont déplacés vers Firou et Natsengou, Pikiré, c'est-à-dire les villages environnants. Non, ceux qui se sont déplacés de Kaohbagou pour Kéru Centre seulement. Mais à ce jour, dimanche, bon nombre sont déjà rentrés ici à Kaohbagou. Parce que, compte tenu de la situation financière, ils n'ont pas de quoi manger. Parce que l'État n'a pas porté secours en matière de nourriture, en matière d'eau. Donc tout cela a fait qu'ils sont tous, la majorité, à 99%, sont rentrés aujourd'hui à Kaohbagou. Si la plupart des réfugiés sont déjà retournés au Bercail, quelques-uns hésitent encore à le faire. C'est le cas de ces jeunes gens retrouvés dans les rues de Kéru Centre. Les djihadistes sont venus là-bas pour nous attaquer et tuer nos frères. C'est à cause de ça qu'on a quitté là-bas, venu ici depuis avant-hier. Ici à Kéru, c'était difficile un peu. On est venus nombreux, mais notre monsieur le maire aussi nous a aidés et il nous a trouvé une place. On a resté là, il nous donne à manger aussi. Occasion pour l'autorité communale d'inviter les uns et les autres à cesser de s'aimer la psychose au sein des populations. Pour ceux qui alimentent toujours les rumeurs, je leur demande de cesser parce que c'est déjà un passé. Aujourd'hui, la confiance est revenue, comme je le disais. Tout le monde est retourné et même ceux qui avaient abandonné les fermes là où il y a eu cette barbarie sont en train de retourner et ils sont avec les militaires qui sont là, qui les surveillent et qui leur donnent confiance. La vie à Kaohbagou reprend peu à peu. Les forces de l'ordre, de défense et de sécurité déployées sur le terrain rassurent à plus d'un titre les populations appelées quant à elles à collaborer pour une coproduction de la sécurité. Il faut dire que l'attaque meurtrière de Kaohbagou dans la commune de Kéru risque de perturber sensiblement la saison agricole déjà en cours dans cette localité du Nord Bénin. Les agriculteurs ayant leurs champs dans la zone où s'est déroulée cette attaque sanglante hésitent à retourner chez eux malgré la forte présence des forces de défense déployées pour assurer la sécurité des populations. Aux activités agricoles s'ajoutent celles scolaires et commerciales qui sont aussi bouleversées d'une manière ou d'une autre après les assauts des hommes armés non identifiés. Quel sort pour l'agriculture, les activités scolaires et commerciales? La réponse dans ce reportage. Kaohbagou, l'un des bassins agricoles de la commune de Kéru, est sous le choc après l'assassinat de 17 personnes, toutes exécutées dans leur ferme. La situation est d'autant plus préoccupante que si rien n'est fait dans l'immédiat pour assurer ces vaillants agriculteurs, la saison agricole qui s'annonce risque d'être compromise au dit des populations locales déjà sous le choc. Quand la sécurité va s'annoncer ou bien ils vont venir assez, nous pouvons faire le champ. Mais au cas où ils sont insuffisants, nous ne pouvons pas faire le champ parce que c'est eux qui font notre force. Mais s'ils sont dans nos fermes, s'ils vont nous appuyer, nous allons continuer à faire notre champ. Et toujours Kaohbagou fait un bon rendement par rapport au champ. À cette crainte qui anime la plupart des personnes rencontrées ici, l'autorité communale tente de rassurer. Tout le monde est retourné et même ceux qui avaient abandonné les fermes là où il y a eu cette barbarie sont en train de retourner et ils sont
avec les militaires qui sont là, qui les surveillent et qui leur donnent confiance. Autre secteur qui subit de plein fouet les effets collatéraux de cette crise sécuritaire dans la localité, c'est celui de l'éducation. Ici, depuis l'annonce de cet acte ignoble, la plupart des écoles ont fermé et les différents acteurs ont vidé les lieux. Les portes sont fermées d'abord pour le moment. Jusqu'à l'heure là, ça ne va pas. Il y a la psychose qui est là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Vraiment, presque tout le monde est parti. Les enfants, oui, les enfants aussi, beaucoup étaient déjà à Kérou, dans la fuite là. Et même les élèves ne sont plus sur place aussi. Donc je pense que c'est depuis hier que le CA a essayé de ramener au moins une bonne partie de la population qui était partie avec nos apprenants. Les écoles sont fermées, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, dès le passé, il y avait des enseignants. Et qu'on envoie des enseignants ici, ils disent que ici c'est une brousse. Il n'y a pas, bon, on dit qu'il n'y a pas, si ce n'est pas maintenant, on disait pas le passé, depuis en novembre passé, on disait qu'il n'y a pas de courant ici, et non, de réseau, il n'y a pas d'électricité, donc les gens disaient que ici c'est éloigné, qu'ils ne pouvaient pas venir ici. La seule bonne nouvelle provient du marché central de la localité où les activités commerciales ont repris, surtout avec le retour au bercail de ceux qui avaient fui le village au lendemain de cette attaque. Depuis que les djihadistes sont venus à Kabago, les gens sont partis à Kérou. Maintenant, le marché, là, il n'y a pas les gens dedans. Les gens viennent un à un. Il y a beaucoup de militaires qui sont à Kabago. Maintenant, nous ne sommes plus peurs à Kabago. On retiendra tout de même que la quiétude semble revenir à Kabago, surtout avec le déploiement d'un fort contingent de l'armée venu renforcer le dispositif sécuritaire déjà en place. Voilà, grâce à Canal 3 Bénin, vous en savez un peu plus sur la situation qui prévaut actuellement à Kaobakou. Restez toujours avec nous et vous aurez toujours toutes les informations en temps utile. Ça se passe toujours sur Canal 3 Bénin. Et justement pour savoir quelle conduite il faut tenir après ces événements malheureux de ce début de mois de mai à Kaobakou, le professeur Abdou Bakari Imoru, enseignant socio-anthropologue, précise que l'État doit rassurer les populations sur place au risque de les perdre. Il indique que la stratégie de ces hommes armés est de dissuader les populations du soutien de l'État central tout en se proposant comme les autorités à craindre pour survivre. La réaction des gouvernants doit donc être prompte. C'est ce que suggère l'universitaire en service à l'université d'Abomey-Calavi. Nous allons suivre. La stratégie adoptée par les groupes armés terroristes, c'est une stratégie qui est connue. C'est la stratégie de la terreur pour recruter en fait. C'est la stratégie de la terreur pour recruter. Pas recruter des individus, mais recruter des villages. Dans la mesure où ce qui s'est passé, si les pouvoirs publics ne mettent pas des mécanismes en place pour rassurer et sécuriser les gens, c'est que ce qui va se passer désormais, dès qu'ils vont apparaître dans un village, les gens ils vont faire allégeance. C'est ça la stratégie, parce qu'on va vous dire, si vous ne faites pas allégeance, vous voyez ce qui s'est passé chez les autres, on va faire exactement la même chose chez vous. Et donc c'est une stratégie qui est connue, qui a déjà été utilisée notamment au Burkina Faso et qui a permis aux groupes armés terroristes de contrôler des régions entières, dans la mesure où si vous ne mettez pas en place des mécanismes qui vont permettre aux gens de savoir qu'il y a des services publics de sécurité qui s'occupent d'eux, voilà, qui les sécurisent, ça va être compliqué après. Donc nos villages vont tomber les uns après les autres en lambeaux, les uns après les autres. Et c'est la stratégie qui est utilisée par les groupes armés terroristes. Et voilà, ils ont commencé par l'implémenter là, par la mettre en action. Donc à partir de cette action, qui est une action forte qu'ils ont menée, c'est la réaction des pouvoirs publics, la réaction du gouvernement pour rassurer, je dis rassurer les autres villages qui va être déterminante. Si cette réaction-là n'est pas à la hauteur et que les gens y tombent dans la psychose, on aura deux phénomènes majeurs. Un premier phénomène qui sera celui des déplacés internes, donc les gens ils vont abandonner les villages, descendre vers les zones qui sont sécurisées, avec ce que ça comporte comme difficulté de prise en charge, parce qu'ils vont abandonner leurs terres, ils n'auront plus de ressources, ils auront besoin d'être pris en charge. Et le second phénomène, c'est celui de l'allégeance, tout court, l'allégeance aux groupes armés en se disant, voilà, avec eux, on est au moins sûr que si nous sommes avec eux, ils ne vont pas nous attaquer. Et si nous, dans notre pays, l'État s'investit sérieusement à rassurer les gens, je pense que normalement, ça ne devrait pas poser problème, ils vont adhérer. Je dis d'ailleurs, un des indicateurs de la violence
de ce qui a été observé dans le village à Kaobagu résulte de ce que justement les gens ils ne font pas facilement allégeance. Parce que dans ces groupes-là, si vous faites une ethnographie des groupes, vous allez vous rendre compte de ce qu'il y a des ressortissants de ces localités dans ces groupes. Donc c'est parce qu'à l'intérieur des communautés, il y a un discours fort contre eux, un discours favorable au pouvoir public, que voilà, quand ils viennent, ils font un peu cette erreur. Donc c'est un indicateur favorable, positif pour l'État, pour nos dirigeants, à condition que voilà, ils le prennent comme ça, ils l'exploitent pour assurer une meilleure présence, une meilleure visibilité aussi de l'action publique, comme je l'ai dit, pour assurer les gens. Sinon, après, c'est une question de survie. Dans un tout autre registre, à présent, nous parlerons de la tournée du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Kwaro Yves Chabi était ce jeudi dans les départements de la Liborie et du Borgou. À chaque étape de sa visite, l'autorité ministérielle et sa suite ont recensé les difficultés des acteurs de l'éducation à la base. Des préoccupations auxquelles le ministre a promis trouver des solutions pour accroître la qualité de l'enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle au Bénin. Reportage. L'un des objectifs poursuivis par le ministre Yves Kwaro Chabi à travers cette tournée nationale est de renforcer les capacités morales des acteurs en charge du sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle à la base. Dans la Liborie aussi bien que dans le Borgou, les deux départements visités par la délégation ministérielle ce jeudi, les acteurs n'ont pas voilé au ministre et sa suite leurs différentes préoccupations. Je comble, monsieur le ministre, aucun lycée ni collège du département n'est équipé d'infirmerie et la direction départementale aussi ne dispose pas de moyens roulants pour le contrôle de l'action administrative et pédagogique sur le terrain. À tout ceci s'ajoute la vétusté du bâtiment qui abrite la direction, sans oublier l'exécuté des locaux qui accueillent les différents services et divisions. Il existe encore quelques insuffisances auxquelles nous vous prions d'accorder une attention particulière pour davantage accroître les taux de réussite massive et l'atteinte des objectifs. Il s'agit entre autres du recrutement d'un nombre plus important que ce qui se fait déjà d'enseignants qualifiés en mathématiques, en français, en EPS et en PCT. De la construction et l'équipement des bibliothèques et laboratoires des établissements du département en général et de Parakou en particulier. De la construction des salles de classe et de leurs équipements en mobilier. De l'aide à la réhabilitation et réfection des bâtiments vétustes d'anciens établissements, icônes de l'enseignement secondaire dans le Borgou, comme le CEJ Hubert Koutoukou-Maga, par exemple. En réponse à ces préoccupations d'ordre pédagogique, infrastructurel et autres, le ministre Yves Kwaro Chabi a rassuré que progressivement des solutions seront trouvées, ceci grâce à l'appui des différents acteurs. Ce qui est aussi évident, c'est qu'il y a encore beaucoup de défis à relever. C'est justement parce que nous sommes persuadés que ces défis-là, c'est ensemble que nous pouvons les relever. C'est ensemble que nous pouvons régler les problèmes. Ce n'est pas seulement l'affaire d'une personne, c'est l'affaire d'une équipe. Et pour qu'il y ait vraiment une équipe, il faut qu'on s'assure que nous partageons la même vision, les mêmes objectifs, qu'on s'assure que chacun, dans sa position, joue effectivement son rôle, sa partition. Au thème des échanges, le lycée technique agricole de Inaï de Kika et celui professionnel de Tchaourou ont reçu du matériel pour renforcer la qualité de l'enseignement dans ces établissements. Lancement officiel de la phase 2 de la mise en œuvre du projet Ressources éducatives. Les parties prenantes se sont mobilisées ce lundi pour donner le top aux différentes activités. C'était en présence de l'ambassadeur de la France près le Bénin, Teddy Goudalo, pour les détails. Plus d'un an passé en phase de pilotage du projet ressources éducatives au Bénin. Après analyse des résultats obtenus, les acteurs de sa mise en œuvre se mobilisent pour officiellement lancer la phase 2 de ce projet qui est axé sur 3 axes essentiels. Il s'agit bien évidemment des politiques et stratégies pour les ressources éducatives, les contenus pédagogiques et la littérature de jeunesse.
On est bien sur 3 composantes du projet. Les 2 premières sont mises en œuvre par UNESCO. Elles concernent la production de ressources et toutes les activités de plaidoyer autour de la littérature de jeunesse. La composante numéro 3, qui est mise en œuvre par l'Institut français, donc par l'Institut français du Bénin notamment. Pour cette composante-là, l'impact va se situer au niveau de la professionnalisation des acteurs de la chaîne du livre. Le projet ressources éducatives est une grande opportunité permettant de faire l'état des lieux du livre de jeunesse au Bénin et d'offrir la possibilité aux acteurs à divers niveaux de regarder dans la même direction avec un langage commun en faveur de la littérature au profit des jeunes. Le projet ressources éducatives aura pour finalité de proposer une réorganisation de l'écosystème de la filière livre en actionnant les leviers de changement structurel. Il est mis en œuvre dans 15 pays d'Afrique subsaharienne francophone dont le Bénin avec l'accompagnement de l'UNESCO, l'Agence française de développement et l'Institut français. L'idée, c'est de renforcer la chaîne du livre ici au Bénin en formant les différents acteurs, que ce soit au niveau de l'enseignement du livre, au niveau de la production du livre, au niveau des éditions, mais aussi de favoriser les rencontres avec la participation d'un certain nombre d'acteurs de la chaîne du livre, dans des colloques, dans des rencontres à l'étranger. La phase 2 que nous apprêtons à lancer ce jour, je l'espère, contribuera à mieux structurer et professionnaliser les différents acteurs en réorganisant l'ensemble de l'écosystème du livre, avec bien sûr le ministère en charge de la culture. Le ministère de la Culture, à travers ces différentes structures impliquées, que sont la direction des arts du livre et la direction générale de la Bibliothèque nationale, ne ménageront aucun effort en vue de soutenir et d'accompagner les différentes activités. Plusieurs activités sont prévues dans l'exécution du projet. La formation des enseignants, des bibliothécaires, l'organisation d'ateliers interministériels nationaux et sous-régionaux, l'appui aux actions de médiation dans les librairies, maisons d'édition et bien d'autres. Démantèlement d'un réseau de fabrication de boissons frelatées, l'opération menée par la direction départementale de l'industrie et du commerce a permis d'arrêter 3 personnes à Glazoué. Les indélicats opèrent depuis des années et sont spécialisés dans la contrefaçon des liqueurs de tout genre. Les procédures sont en cours afin qu'ils puissent répondre de leurs actes. Voici le reportage signé Imet-Hélène Amonceau. Un réseau de fabrication de boissons frelatées démantelé à Glazoué. L'opération a été assurée par l'équipe de contrôle de la direction départementale de l'industrie et du commerce du Zou et des collines en collaboration avec la police républicaine. Elle fait suite à des informations qui leur sont parvenues et qui leur ont permis de mener des investigations. Un de nos compatriotes de mauvaise foi qui se livre à la fabrication des boissons, notamment des liqueurs qui ne respectent pas les normes requises en la matière. Autrement dit, il se livre à la contrefaçon. Et il a des ingrédients et dans sa chambre. Il se permet de fabriquer un certain nombre de liqueurs. Et parfois, il utilise même les étiquettes de certaines boissons qui sont reconnues propres à certaines sociétés de production et même des bouteilles. La descente sur le terrain les a conduits dans une maison qui sert de base de fabrication aux indélicats. Sur place, il a été procédé à la saisie de près de 1000 bouteilles de liqueur vides, des colis de bouchons, d'étiquettes et d'emballages carton, 6 bouteilles de Red et Black Label, 115 litres de boissons locales communément appelées sodabi. Bien d'autres produits intervenant dans la préparation des boissons frelatées ont également été trouvés. Oui, il n'est pas le premier cas. On en a connu il y a un moment à Bomé. Nous sommes sur d'autres pistes également. Donc, en ce qui concerne la procédure, elle est simple. Hein. Tout est défini déjà au niveau de la loi 2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence
en République du Bénin. Nous avons fait déjà la procédure en la matière et c'est un acte pénal. Conformément à cette loi, c'est un acte pénal. Donc la procédure judiciaire sera engagée contre cet indélicat-là. Fin de course donc pour les 3 meneurs de cette industrie de contrefaçon. Les procédures sont engagées afin qu'ils puissent répondre de leurs actes devant la justice. Pour arriver à bout de ce fléau qui prend chaque jour plus d'ampleur, Rafi Ouchala et ses collaborateurs invitent les populations à plus de vigilance ainsi qu'à une franche collaboration avec leurs services. Un appel a également été lancé pour que soient dénoncés les auteurs de ces actes qui portent atteinte à la santé publique. Parlons à présent du Salon national de l'artisanat du Bénin SNAB qui revient avec de nouvelles innovations cette année. En prélude à cet événement, une conférence de presse a été animée par la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et le Fonds de développement de l'artisanat pour présenter aux hommes des médias les objectifs et les activités de cette 18e édition du SNAB. Reportage. L'apprentissage, un tremplin vers la professionnalisation. C'est le thème de la 18e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin qui se tiendra du 17 au 27 juillet 2023. En prélude à cet événement, une séance d'échange avec les médias a été initiée ce vendredi par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi en collaboration avec la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. L'objectif de ce salon est de créer un cadre de rencontre des innovations et des évolutions du savoir-faire béninois dans le secteur de l'artisanat afin que les meilleurs artisans et produits soient promus et accompagnés. Après une longue absence, précisément depuis 2017, l'édition de cette année met un accent particulier sur la promotion de l'artisanat béninois dans toute sa diversité et à la fourniture d'outils nécessaires aux artisans pour faire face aux défis de ce secteur. Oui, une chose est de savoir faire et une autre est de le faire savoir. La valorisation du secteur de l'artisanat doit aussi passer par l'organisation de grands rendez-vous de découverte du génie des artisans béninois dans les différents corps de métier. Panel d'échange, instant découverte de métier, masterclass sont entre autres les activités qui meubleront les 10 jours du déroulement du Salon de l'artisanat. Cette année, c'est plus de 150 exposants nationaux et africains qui sont attendus à la plage de Fidjrosset, lieu prévu pour abriter le salon. Au-delà de l'exposition, c'est l'occasion pour les participants d'échanger et de se faire former entre acteurs du secteur de l'artisanat. Tout tourne autour d'un chapiteau de 1000 m² dans un espace d'exposition situé à Fidjrosset plage. Nous allons constituer pratiquement 150 stands. Donc nous aurons pratiquement plus de 150 exposants sur une superficie de 4 m² pour chaque exposant. Comment obtenir une information importante, c'est comment obtenir le stand. Pour obtenir un stand, il faut s'inscrire sur le site internet que vous verrez tout à l'heure, à l'adresse snap.bj. Vous téléchargez un formulaire que vous allez dûment remplir et le déposer à la Chambre des métiers de l'artisanat ou au Fonds de développement de l'artisanat. Après étude par le comité, le dossier sera validé, mais pour cela, chaque participant exposant aura payé la somme de 100 000 francs CFA non remboursables. Le Salon national de l'artisanat du Bénin est institué par décret numéro 1997-499 du 16 octobre 1997 et s'inscrit parfaitement dans le programme d'action du gouvernement qui fait de l'artisanat un maillon essentiel de la transformation structurelle de l'économie béninoise. Sur le plan sanitaire, 4000 poches de sang sont recherchées par l'hôpital La Croix de Zinviers qui vient d'initier une fois encore une campagne de don de sang. Pour cette édition 2023, les organisateurs ont également une caravane à travers l'arrondissement de Zinviers et ses environs pour sensibiliser les populations sur l'importance de faire ce don afin de sauver des vies humaines. Nous allons suivre. C'est par cette séance de prière qu'a démarré cette caravane qui annonce l'édition 2023 de la campagne de don de sang ici à Zinviers et dans les zones environnantes.
soutenue par l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, cette énième initiative de l'hôpital La Croix de Zinvier vise à collecter des poches de sang au profit des structures sanitaires du Bénin afin de sauver des vies humaines. Il n'est pas rare dans toutes les structures sanitaires d'assister à des scènes dramatiques que moi j'appelle des morts bêtes de nos enfants, de nos femmes après accouchement ou de nos frères accidentés ou de nos frères opérés qui par faute de sang doivent périr. Je voudrais vous dire franchement qu'aucun acte de charité humaine n'égale le don de sang, n'égale le don, l'acte qui est de donner son sang pour sauver des vies. Alors nous invitons toute la population de Zinvier et environ de sortir. C'est dans une ambiance de liesse que s'est déroulée cette caravane qui a parcouru plusieurs arrondissements de la commune. À chaque étape, les caravaniers marquent un arrêt pour expliquer aux populations le bien fondé de ce geste salvateur, le processus du don de sang et les différents lieux où se déroule l'opération. Pour ce numéro de la campagne, 4000 poches de sang sont attendues. Nous invitons vous aussi, chers frères et sœurs, tout le monde, rejoignez-nous pour qu'ensemble nous éradiquions ce vilain fléau qu'à partir de Zinvier, de la commune d'Abomey-Calavi, nous puissions dire halte à ce fléau dans tout le Bénin. Sans sauver, vie sauvée. Sans donner, vie sauvée. Sans donner, vie sauvée. Peut s'adonner à cet exercice de don de sang toute personne en bonne santé, âgée d'au moins 18 ans et pesant au moins 50 kg. Démarrée le 6 mai dernier dans la commune d'Abomey-Calavi, la campagne de don de sang se poursuit jusqu'au 17 mai sur les différents sites retenus de 8h à 14h. Le maestro Bonkana Maïga sera célébré samedi prochain à Cotonou. Cette icône de la musique africaine et animateur de l'émission Star Parade sur la télévision TV5 sera distingué au cours d'un concert qui sera animé par de grands artistes africains. L'objectif est de rendre hommage au maestro pour son engagement et sa contribution pour le développement de la musique africaine. Nous allons suivre les premières impressions de Bonkana Maïga à son arrivée au Bénin pour le grand show du week-end. Des amis ont décidé de célébrer cet homme-là que vous avez devant vous. Après une cinquantaine d'années de vision sur la musique africaine, et je viens pour célébrer tout ce temps-là avec les frères et les sœurs béninois. D'abord, vous avez Aïcha Kone, c'est l'école de Bonkana Maïga, Sokoba Bambino, l'école de Bonkana Maïga, Kamaldin, l'école de Bonkana Maïga, Jos Pinto du Bénin, c'est l'école de Bonkana Maïga, Raymond Gardon, disons, c'est le jeune qui pousse maintenant, qui arrive et qui va bientôt entrer. Il est même dans l'école de Bonkana Maïga et moi-même. Donc, tout ceci ensemble pour célébrer l'homme que vous avez devant vous. C'est un honneur parce que d'abord célébrer un homme de son vivant, vous l'avez dit, c'est très rare. Il rend hommage aux musiciens. C'est-à-dire, en fait, c'est un retour, c'est l'ascenseur qu'on me renvoie. Parce que tous les artistes qui vont chanter font partie de l'écurie de Bonkana Maïga. Je les ai vus à leur début, à leur commencement. Aujourd'hui, c'est des stars. Vous savez, on a trié sur le volet comme ça quelques artistes. Nous sommes 6, mais peut-être il y en a 60 ou 160. Et je suis un homme très heureux. Comme vous l'avez dit, célébrer un homme de son vivant, c'est rare. Et les Béninois me l'ont rendu. Ils me le rendent. J'en suis très fier et très heureux. À l'époque où je venais ici, c'était l'époque, au moment où j'ai sorti Marietou. Je parle des années 80. Je parle des années 80 par rapport à nos jours. Il y a beaucoup de changements. Et je vois, parce que moi-même, je suis présentateur d'artistes sur la chaîne francophone TV5 Monde. Donc, je vois l'évolution de tous les artistes africains et béninois. Donc, ça veut dire que je les connais sans les connaître. De nom, je peux vous parler de Zenab, je peux vous parler de certains artistes. Mais beaucoup d'entre eux, je ne les connais pas. Mon rôle, mon travail, tout ce que je dois faire, c'est de faire la promotion de la musique africaine et des artistes africains. Mais je trouve que la musique béninoise a beaucoup évolué. Les chansons que vous connaissez, surtout les chansons que vous connaissez, Le Rendez-vous chez Fatimata et surtout Marietou. Marietou qui a été propulsé à partir du Bénin dans les années 86. Vous savez que moi j'ai fait de Cotonou jusqu'à Natitengou.
dans une caravane en train de faire la promotion de Marietou. Eh bien, le papa de Marietou revient encore au Bénin. C'est une chanson qui a beaucoup plu et les Béninois m'ont beaucoup aidé à l'époque où le Marietou est sorti et Marietou est immortel. Vous allez l'entendre, vous allez me comment il a fait. Marietou est immortel. Un message de remerciement, un message de reconnaissance et un message dans notre domaine, un message fraternel. C'est-à-dire que nous allons célébrer, on va honorer l'homme, je ne dirais pas on va s'amuser, mais on va planter les choses comme elles sont. Faire de la musique et puis faire de la musique aussi à ceux qui vont venir parce que tout le monde va participer. Vous êtes là, vous allez chanter. Vous savez que moi je transforme votre téléphone, je le transforme en orange musicalement. Donc je vous ferai chanter, il n'y a pas de problème. Ce message de reconnaissance, d'amitié, c'est ce que je peux dire. D'une célébration à une autre, les peuples adja commémorent le 20e anniversaire du décès du roi Guelin Natabo du Koufo. Ils ont célébré l'illustre disparu ce week-end à Toviklen. C'est une initiative du Palais Royal que dirige Sa Majesté Adjignan Guelin Todji Natabou. L'événement a drainé une foule de personnalités du monde politique et de la royauté au Bénin. Retour sur les temps forts de l'événement avec Narcisse Alossé. 20 ans déjà que le baobab est tombé, peut-on lire sur ce portrait de Sa Majesté Guelin Natabou, ancien roi du Koufo. Portrait posté à l'entrée de la ville de Toviklen. Quand on soustrait 20 ans de nos âges ici, nous étions encore tout frais, on ne se retrouvait pas, on ne savait pas quoi faire. Parce que le guide qui est devant les pentades vient de tomber. Tombé à l'âge de 53 ans, à sa succession, sa fille intronisée il y a 10 ans. Un grand défi à relever, celui de prouver que les femmes aussi sont capables, comme les hommes, de développer leur communauté. Et c'est un peu ça. Un peu plus loin du palais, ce samedi 6 mai 2023, une chapelle de circonstance a été installée sur la grande cour du complexe scolaire de Toviklen pour une messe pour le repos de l'âme du souverain. Eucharistie au cours de laquelle les souvenirs laissés par l'homme ont été évoqués. Notre papa que nous célébrons aujourd'hui, il a été un homme qui partit l'homme et la société. Il a parti des champs. Aujourd'hui, ses familles au moins vivent grâce à lui. Je voudrais que nous lui emboîtions le pas. Emboîter le pas à celui qui est vu ici comme un exemple de partage et de don de soi, symbole de l'unité et ardent travailleur pour le plein épanouissement des filles et fils de la région. Un homme qui avait dit, si tu es riche seul et tu es seul riche parmi les pauvres, Étienne, tu es un pauvre qui t'ignore. La persévérance et le travail bien fait. C'est un homme de vision, un homme humble. Et comme souvenir, c'est un bon travail. Voilà. Il a marqué sa génération. Et donc c'est important. Lui-même a l'habitude de dire que ce n'est pas le nombre d'années passées sur la terre qui compte, mais c'est ce qu'on a fait des années qu'on a passées sur la terre que c'est ça qui compte. Et donc c'est un grand homme, aussi bien pour le milieu adja dont il est issu, que pour tout le Bénin. La cérémonie protocolaire de ce 20e anniversaire de décès, elle, a regroupé autour de la famille et de la cour royale du Koufo une foule de personnalités du monde politique et de la royauté au Bénin. Je suis un homme très aimé et je pense que c'est ça qui témoigne aujourd'hui de l'affluence de ce monde-là qui est venu nous soutenir. La délégation royale de Toribo Sito est venue massivement et avec à sa tête le roi Kindegbe Bozekba de Tori pour soutenir la reine de Toviklen. Les hommages se sont poursuivis autour d'un concert animé par des artistes de la région. Sa Majesté Guelin Natabou, Faustin Degbe Natabou à l'état civil, fut ainsi un médecin de haut rang qui avait occupé des postes de directeur national des pharmacies et de directeur départemental de la santé du Mono Koufo. En sport, les chargés de mission de la Confédération africaine des sports ball dans le cadre des mondiaux de pétanque de l'édition 2023 au Bénin sont désormais connus. Ils ont été désignés par le président de la dite confédération, Idrissou Ibrahima. Ces chargés de mission vont donc s'activer pour la bonne réussite des 50e mondiaux de compétition que le Bénin va accueillir dans 4 mois. Reportage.
Ils ont un parcours d'impact, leur expérience enrichissante et leur sens de responsabilité tiré vers le haut. Ils ont alors le profil du job et c'est à juste titre que le président Idrissou Ibrahima les a identifiés pour siéger au sein du Comité national d'organisation des 50e mondiaux de pétanque à Cotonou au nom de l'instance africaine des sports boules. Dans l'exercice de vos tâches différentes, vous voudrez bien, en cas de questions embarrassantes, vous référer au président de la Confédération que nous sommes. Cependant, nous souhaiterions obtenir de vous, à 4 mois de compétition, des comportements dignes de responsables guidés par la courtoisie et la loyauté dans la plus grande humilité, car la cause est certes grande et commune, mais l'image de la Confédération africaine de sport boule et surtout celle de la République du Bénin doivent être bien soignées et sauvegardées. La mission est noble et sa délicatesse fait appel à une anticipation bien huilée. Les chargés de mission ainsi investis mesurent la portée de la charge. Il y a divers comportements que nous devons maîtriser. D'abord, ceux qui sont nos ambassadeurs. L'équipe, ceux qui vont défendre le drapeau national. Dans quel état sont-ils? Quelles sont les conditions pour mieux les préparer à relever le défi au nom du Bénin? Au-delà de la compétition qui reste le point d'ancrage du rendez-vous de Cotonou, il se joue des challenges de plusieurs ordres. On dit Coupe du Monde. Il n'y a pas que la Coupe du Monde de football. Mais déjà qu'on organise une Coupe du Monde, nous serons, mon Dieu, devant la scène sportive, mais devant la scène internationale, pour ne pas dire devant la diplomatie agissante. Donc nous, notre mission serait d'aller voir. Nous sommes les yeux de la Confédération, contribuer comme Confédération et nous contribuer comme Béninois. Le sport est une matière transversale, de sorte que en matière de sport, le juridique et le judiciaire sont toujours en amont et en aval. Encore 4 mois et la crème de la pétanque mondiale déposera ses valises sur la terre des Amazones pour 10 jours d'émulation sportive en triplettes, doublette mixte et puis en single. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.